Donc, nos prochains invités, c'est Mme Isabelle Jobin et Jean Guévremont. Moi, c'est Guévremont. De l'ICPQ, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Je l'ai dit sans m'enfarger. Donc, je vais lire aussi leur bio et puis après, je vais vous laisser aller. Madame Jobin est conseillère en bâtiment à l'UICPQ. Elle est titulaire d'un bac en architecture et d'une maîtrise en administration des affaires, gestion de projet, gestion stratégique de projet. Elle s'intéresse aux diverses sphères du développement durable et œuvre depuis 2 ans à la mise en place d'un plan d'action en mobilité durable à l'UICPQ. Auparavant, elle a contribué à la réalisation d'un parcours urbain au Musée national des beaux-arts du Québec et au projet bâtiment durable pour aînés chez Ego Bâtiment. Monsieur Guévremont, quant à lui, est coordonnateur local de sécurité civile, chef du service de la sécurité des télécommunications et stationnement à l'UICPQ. Cadre depuis 2007 à l'Institut, il est responsable également des mesures d'urgence. Dès 2001, la gestion des espaces de stationnement fut une préoccupation pour l'organisation avec l'apparition d'une liste d'attente pour l'occupation 2 jours sur semaine. Les nouvelles places de stationnement intérieur furent ajoutées en 2008, mais le virage souhaité vers la mobilité durable fut dès lors l'une des priorités dès 2018. C'est un peu de ça qu'ils vont nous parler, puis vous allez voir, c'est une démarche intéressante parce que chez eux, la mobilité durable n'est pas dans le bastion de ceux qui habituellement le portent au sein des organisations. Merci. Avez-vous des questions? Merci beaucoup. Effectivement, nous, on n'a pas, quand on écoute des conférences, c'était magnifique en passant. Là. Ce qu'on a comme service à rendre à la population, nous, c'est des soins de santé. Alors, nous, la mobilité durable, c'est via des partenaires qu'on va chercher ça. Les initiatives qu'on fait, ben, on va chercher l'expertise ailleurs pour essayer d'implanter ça chez nous. C'est un petit peu différent. À Québec, juste pour vous situer, là, en fait, on va vous parler de 3 choses comme telles. On va vous parler du contexte, là, puisque je m'en allais vous parler. Le fondement de la mobilité durable, le plan de gestion des déplacements qui s'est mis en place mais un des partenaires qui a fait que ça a changé, c'est Mobilité, que je les nomme, c'est pour faire de la pub, parce que s'il n'avait pas été là au départ pour nous donner un petit coup de pied, un gros même, et, je pense qu'on sera au même point au moment où on se parle. Alors, l'UCPQ, qu'on appelle, qui est l'ancienne, peut-être que certains se souviennent pas de... À Québec, il y a un hôpital qui s'appelait longtemps Hôpital Laval, depuis 1911. Hôpital Laval, ça venait en confusion avec, c'est pas situé à Laval, puis tout, bon, peu importe, c'était un nom, fait que ça a changé de nom en 2008. C'est un gros centre hospitalier quand même dans la région de Québec, on fait partie, puis ça je tiens à le préciser, à Québec, on s'est battu un peu lors des fusions du gouvernement Barrette à l'époque, qui a fusionné avec des CIS et CIUS, à peu près tous les centres hospitaliers de la région de Québec, sauf quelques particularités à Montréal et à Québec. Nous, on est en commission parlementaire, on s'est battu beaucoup pour dire chez nous, on voudrait bien rester non fusionné pour telle raison. On avait une mission très, très spécialisée. On avait un centre de recherche et on a toujours un centre de recherche qui est très réputé internationalement parlant, centré sur nos 3 missions. Nos 3 missions de santé, c'est tout ce qui est rapport à la chirurgie cardiaque, donc la cardiologie, la pneumologie, tous les soins en rapport avec la chirurgie bariatrique, la recherche sur l'obésité, etc. Et le centre de recherche est arrimé avec ça, vraiment, à Québec comme tel. Et on dessert, là j'avais des chiffres qu'il faut absolument que je vous lise, là, mais toute l'Est du Québec, donc y compris Rimouski, Rivière-du-Loup et tout ça, c'est 2,5 millions de personnes que l'hôpital dessert dans ses spécialités à Québec. Chiffre rapide, je ne veux pas trop inciter là-dessus, il y a 2511 chirurgies à peu près annuelles, cardiaques, 747 chirurgies thoraciques, ça inclut les chirurgies de poumons, etc. 644 au niveau bariatrique. Là où c'est intéressant comme statistique, qu'on va reparler un peu, c'est qu'on a 41 730 jours de stage d'enseignants
Et ça, c'est en enseignement, c'est-à-dire parce que comme c'est un institut, on a des étudiants chez nous en médecine, en soins infirmiers, etc. Et ça, c'est tous des gens qui n'ont pas de stationnement chez nous. On va y revenir. Je retiens deux choses importantes que j'ai entendues. Raphaël a dit l'auto, puis c'est vrai, on l'entend souvent, c'est une extension de nous-mêmes, de la personne. C'est comme une réussite. C'est comme, je ne sais pas, ça a été longtemps ça. On sent le changement, là, mais ça a été longtemps ça. Et nous autres aussi, on fait ça, parce que pour plusieurs raisons. Les horaires atypiques, un programme de covoiturage, comme Isabelle va vous parler, c'est le fun chez Desjardins qui travaille de 9 à 5. Tout le monde part, tout le monde arrive en même temps. Nous autres, il y a des chiffres à 6 heures, ça rentre de nuit, ça rentre la fin de semaine. Ou tu es de garde, tu rentres d'urgence. Donc, tu prends un stationnement. Tu ne peux pas de garde partir d'urgence pour opérer quelqu'un. Vous voyez, la dynamique n'est pas simple comme ça pour dire on fait un virage 100%. Donc, il faut essayer d'étendre notre façon de voir la chose. Vous voyez la carte un peu à Québec, à gauche, des grappes qu'on a sorties de gens qui sont dans le même bassin, qui peuvent avoir de l'autopartage, covoiturer, etc. Ça, c'est intéressant. À droite, vous voyez l'empreinte incroyable en rose de stationnement par rapport à nos bâtisses. Je disais, puis je vais le dire pareil, même si c'est enregistré, en 2015, quand on nous a dit, savez-vous qu'à Québec, je ne dirais pas qui nous a dit ça, mais c'est au ministère, savez-vous qu'à Québec, vous êtes l'îlot de chaleur le plus important dans la région de Québec, pas à la grande, vraiment nos stationnements, pas aménagés, pas d'arbres, rien, c'est encore le cas aujourd'hui, mais on va vous expliquer un peu pourquoi. Là. Il y a énormément de stationnements, puis là-dessus, du côté rose à gauche, c'est des stationnements intérieurs qu'on a fait en 2008, puis pour offrir encore plus de place de stationnement. Fait que la vision, dans les hôpitaux en général, c'est peut-être pareil à Rimouski et ailleurs, mais ça a été longtemps, ça prend des stationnements, il y a du monde qui vient travailler, puis c'est payant, dans le sens que c'est la vache à lait du réseau de la santé à une époque, parce que c'est ce budget-là, je suis transparent quand je dis ça, ce budget-là des stationnements, des revenus autres que les budgets du ministère, ça, on pouvait les garder et faire ce qu'on voulait avec, c'est-à-dire donner une partie à la fondation, rénover les stationnements, boucher les trous de l'asphalte de stationnement, etc., mais c'était de l'autofinancement à ce niveau-là. Alors, c'est un peu ça. Ici, on poursuit avec quelques cartes qui vous montrent un petit peu notre accès en transport en commun puis en vélo. Donc, à gauche, vous voyez, dans le fond, c'est des plans qui ont été faits par mobilité lorsqu'on a fait le plan de gestion de déplacement avec eux. Ici, vous voyez les pistes cyclables qui se rendent à proximité de l'Institut. Nous, on est le petit damas gris foncé ici. Donc, on est quand même relativement bien desservi en pistes cyclables. On a une qui passe sur le chemin des Quatre Bourgeois, pour ceux qui connaissent Québec, qui est directement à côté de notre établissement. Donc ça, c'est assez intéressant. On a aussi un accès assez facile avec la rive sud. Donc, il y en a qui font quand même le vélo jusque chez nous. Par contre, là, on s'est fait dire qu'il y a quand même un petit manque d'accès nord-sud. Donc, ici, là, pour se rendre, par exemple, vers le secteur Le Bourgneuf. Donc, c'est relativement bien. Ça pourrait être mieux, évidemment. Puis, il faut se rappeler aussi qu'on est du côté de la Haute-Ville, donc c'est assez côteux. Si on n'a pas de vélo électrique, là, ça peut devenir vite assez exigeant. Vous avez vu sur la diapositive précédente aussi, là, on a des gens qui sont éparpillés vraiment partout, autant sur la rive nord que la rive sud. Pour ce qui est du transport en commun, vous voyez encore la Mogris, c'est notre établissement. Autour, la zone plutôt bleutée, c'est la distance de marche de 10 minutes. Vous pouvez voir, on a quand même une relativement bonne desserte en autobus. Donc, il y a plusieurs parcours, autant de la société de transport, du RTC, qui est notre société de transport principale à Québec. Il y a aussi... Il y a toutes les subventions, là, qu'on Il y a aussi la société de transport de Lévis, là, qui sera à proximité. On a, dans le fond, des autobus réguliers, des autobus métrobus, des couche-tard, des express. Par contre, là, j'amène des petits bémols par rapport à ces informations-là. Donc, ça semble très bien desservi, là, mais par contre, il y a des trajets qui sont arrêtés en cours de période estivale parce qu'ils servent surtout à desservir le cégep de Sainte-Foy qui se trouve un petit peu plus à l'est, puis l'Université Laval. Donc ça peut devenir un enjeu en été pour une bonne partie des employés.
Aussi, pour ce qui est du Métrobus, le 807 descend vraiment juste le plateau. C'est sûr qu'il y a moyen de transférer plus tard avec d'autres autobus, mais aussi il n'y a pas de voie réservée sur le chemin Sainte-Foy, donc ça peut être relativement aussi long, voire plus que de circuler en automobile. C'est ça, les express aussi, là, il y a des altérations au service lors de certaines périodes. Puis, ce qui est important de retenir aussi, c'est que nous, on a des horaires assez atypiques pour le personnel. Donc, tout ce qui est Métrobus, en général, il n'y a pas d'enjeu pour les horaires parce que c'est assez fréquent et varié. Par contre, lorsqu'on arrive avec les transports régionaux, donc là, je sors du RTC, on a quand même plusieurs transports qui se rendent à proximité, ce qui est intéressant. Par contre, les horaires ne correspondent pas tout le temps. Parce que nous, on ne fait pas tous du 8 à 4. C'est, oui, vrai pour le personnel administratif en majorité, mais il y en a beaucoup qui commencent plutôt autour de 7h30, puis c'est vraiment réparti tout au long de la journée. 3500 employés, je rajoute à ça la typique. 1500 places de stationnement, puis ce qu'Isabelle disait, c'est l'administratif fait que de jour, la demande est incroyable. L'administratif disparaît le soir, puis la demande est moins incroyable. Alors, c'est pas simple. Des enjeux, bien, à l'avant-garde dans la mobilité durable, à une époque, c'était qu'est-ce que ça rapporte, puis ça nous prend des stationnements, puis on nous disait juste, bien, si on va embaucher du monde, ça nous prend des stationnements. C'était tout ce que c'était ça l'argument. Alors, de demeurer à l'avant-garde là-dedans, ça a été d'abord une démarche qui est partie tard. Ça a été bien franchement parti, je suis transparent. Quand je dis ça, au départ, on savait qu'on construirait un nouveau pavillon qui s'en vient. On commence la première pelletée de terre dans un mois. Puis en 2018, on le savait déjà, en 2017 aussi. C'était un peu ça. C'était drôlement amené, vous allez me dire. C'était comme, on va perdre des... Je parle encore de ça parce que c'était tellement important. On va perdre des espaces de stationnement. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, tu sais, c'est ça. On sait pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Fait que je suis allé voir des spécialistes. On s'est dit par quel bout qu'on pointe ça, là, pour mettre en place à long terme des affaires intéressantes et qui vont être profitables, qui répondront peut-être pas à tout. Il n'y a pas de solution miracle au moment où on se parle parce que on parlait de changement de culture tantôt. Là, aujourd'hui, on a peine à s'imaginer qu'on fumait dans les bars autrefois puis qu'on fumait dans les hôpitaux. À cette heure, ça fait longtemps comme ça, c'est totalement ridicule. Ben, peut-être que ça va être ça dans 15, 20 ans, mais ça prend du temps, ces choses-là. Je ne suis pas sûr qu'on a encore tout fait ça. Là. On est encore là-dedans, dans le questionnement. Puis il y a le complot aussi. Là. On veut qu'on change trop, tu sais, vite. Puis, en tout cas, bref. Alors, comment répondre à tout ça? Je parlais de la firme de mobilité dans un premier temps, puis ils sont arrivés avec des éléments vraiment intéressants qu'on va vous parler. Il y a aussi l'embauche d'une ressource qui est super importante et qui est là. Parce que ça prend quelqu'un pour s'en occuper. Vous allez voir ma conclusion, je vais la répéter tantôt. Là, il y a 3 éléments, puis ça, c'en est un. Ça prend quelqu'un qui s'en occupe. Puis pas pendant un bout de temps. Là, c'est marqué 18 mois. C'est marqué 18 mois. Hein? On s'est organisé pour la garder parce que ça a passé récemment. Puis on s'est dit non, tu peux pas dire on fait ça, puis après ça, Jean, occupe-toi de ça, puis avec tous les chapeaux que vous avez vus, là, non. Ça nous prend des ressources pour s'occuper de ça. Là. Et ça prend du budget. Ou moins de revenus. Moi, c'est comme ça que je l'ai apporté. Je dis, ça ne vous coûtera rien. Vous allez avoir un petit peu moins de revenus. Voilà. Donc, une des premières mesures qu'on a mis en place pour les employés, après embaucher une ressource puis débloquer du budget, comme Jean l'a mentionné, c'était de mettre en place une procédure de retour garanti à domicile en cas d'urgence ou d'imprévu, qui était une mesure qui était suggérée dans le plan de gestion des déplacements fait par Mobilité. Donc, on a constaté, là, après un sondage qui a été fait auprès des employés de l'organisation, qu'il y a environ un tiers du personnel qui était assez inquiet d'avoir à retourner à domicile pendant leur corps de travail. Donc, que ce soit pour, par exemple, un dégât d'eau, un enfant qui est malade, quoi que ce soit. Puis, cette crainte-là les restreignait à utiliser d'autres types de transports que l'auto solo. Donc, c'est sûr que les gens associent beaucoup la flexibilité à l'automobile solo. Puis, c'est quand même compréhensible parce que, c'est ça, s'il y a un enfant, par exemple, qui est malade, on ne veut pas nécessairement prendre l'autobus pendant 1 heure, on veut se dépêcher. Donc, ça, c'est certain. Puis, c'est sûr que c'est une mesure qui est souvent proposée pour les utilisateurs du covoiturage. Donc, par exemple, on vient en covoiturage le matin, puis là, le soir, notre collègue qui nous a amenés le matin, là, n'est plus disponible pour une
raison quelconque. 16 heures obligatoire, mettons. Ça peut arriver chez nous, c'est ça, étant un hôpital. Mais on voulait quand même étendre cette mesure-là à tout le personnel qui utilise des modes de transport durables. Parce que justement, s'il y en a qui font du temps supplémentaire imprévu, il pourrait ne plus y avoir d'autobus à la fin de leur deuxième chiffre de travail. Donc là, ça devient aussi un enjeu. Donc pas juste avec le covoiturage, mais aussi le transport en commun. Donc, c'est ça, on a décidé de l'offrir pour tous les modes de transport durables, que ce soit covoiturage, transport en commun, vélo même, donc tout confondu. Puis comment ça fonctionne de notre côté, c'est que l'employé a accès à 3 coupons de taxi qui sont déjà payés par l'organisation. 3 coupons de taxi annuellement. Donc, s'il veut en bénéficier, il suffit qu'il s'adresse à son gestionnaire, qui est bien au courant de la procédure. Lui, il va communiquer avec un agent de sécurité, puis l'employé va pouvoir aller récupérer le coupon de taxi en question. Donc, c'est vraiment une mesure qui a un effet, on va dire, psychologique très bénéfique, parce qu'en soi, c'est pas une mesure qui est très utilisée. On peut avoir l'inquiétude que ça va être extrêmement coûteux si tout le monde se met à utiliser le taxi à tout bout de champ. Mais c'est sûr qu'on a une procédure qui c'est vraiment bien décrit les raisons pour lesquelles l'employé peut utiliser cette mesure-là. Donc, c'est pas pour faire l'épicerie, par exemple, en fin de journée. Là, c'est vraiment une urgence particulière. Puis, à titre indicatif, nous, on a débloqué un budget d'environ 2 000 $ annuellement. Là. Donc, c'est assez minime. Puis, ça n'a pas été extrêmement utilisé jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment juste pour rassurer les gens, pour leur dire, si jamais il arrive quelque chose, vous avez une option pour retourner chez vous. Puis là, ça peut les aider à faire le pas vers un autre mode de transport. C'était quelques centaines de dollars. Puis, tu sais, on s'entend, les départs d'urgence au travail, ça n'arrive pas tant que ça, dans le fond. Mais ça rassure les gens. Puis juste une petite nuance, c'est sûr que là, on a constaté par contre que cette mesure-là, comme les autres qu'on a mises en place liées à la mobilité durable, ne sont pas toujours bien connues. Donc, on travaille fort à les publiciser. Pour ce qui est de l'ensemble de nos mesures mobilité durable, on a travaillé sur des communications autant par courriel, sur notre page intranet dédiée aux employés. On a aussi un groupe Facebook pour les employés dans lequel on publie des informations. On a aussi un journal hebdomadaire qui est transmis par courriel dans lequel on intègre des informations. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que nous, ayant beaucoup de personnel terrain, on va dire, qui n'a pas accès à un poste de travail informatique, ces nouvelles-là, ils ne vont pas nécessairement passer. Donc, on a beaucoup de personnel infirmier, du personnel au service alimentaire, à l'hygiène salubrité, qui, eux, ne sont pas devant un ordinateur toute la journée comme nous, on peut l'être. Donc, on a décidé de s'insérer dans les caucus terrain de ces personnes-là pour les informer directement de nos mesures, là, particulièrement la procédure de retour garantie à domicile, puis covoiturage, mais c'est sûr que là, on espère que les gens vont être mieux informés sur nos mesures. Par la suite, on a aussi constaté avec le sondage qui a été fait par Mobilité que le covoiturage, il y avait quand même un certain intérêt pour en faire. Par contre, là, il y avait environ 40 % du personnel qui considérait que l'absence de partenaires était un frein à effectuer du covoiturage, ce qui est très logique en fait. Donc, on a fait un contrat avec l'application Netlift pour offrir une plateforme de jumelage. Donc, c'était un premier pas pour que les gens puissent communiquer ensemble puis venir au travail. Netlift, on l'a eu pendant 1 an jusqu'à maintenant. Donc, on a commencé à l'automne 2022. Là, il y a eu un petit changement. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Netlift met fin à ses activités de covoiturage. Donc, on se tourne vers une nouvelle application qui s'appelle Allons. Le principe est sensiblement le même. C'est une application qui est basée à Québec, là, une petite entreprise. Donc, ils sont très à l'avant-garde aussi. D'ailleurs, juste parenthèse, Netlift, c'est une décision. On parlait souvent qu'on est à la remorque des décisions d'affaires, des fois. On s'est parlé bien gros, là. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est à la remorque de décisions d'affaires, des fois, ou de trucs du genre. Puis Netlift, en tout cas, ça a été vendu. La pandémie, covoiturage, ça n'a pas aidé. Covoiturer pendant la pandémie, ces plateformes-là ont tombé aussi, tu sais. Alors, ça n'a pas aidé beaucoup. Mais je te laisse parler d'Allons parce que c'est un partenaire qui peut être intéressant pour bien du monde dans son dynamique, sont à Québec. Donc, nous, on l'offre en réseau fermé pour le personnel. L'application, pour s'inscrire, c'est gratuit.
On offre aussi un avantage qui est d'avoir accès au stationnement, parce que c'est pas tout le monde qui dispose d'une vignette, puis le stationnement, c'est quand même un sujet très sensible auprès des employés. Donc, avec Netlift, on offrait la possibilité de réserver un espace de stationnement au coût de 3 $ la journée, là. En fait, qui revient comme au coût unitaire pour notre stationnement, parce que c'est environ 15 $ la semaine. On va offrir cette même possibilité-là avec l'application Allons. En fait, ça va être gratuit cette fois, plutôt que de payer 3 $. On a aussi, par contre, l'enjeu qu'il faut rendre le covoiturage attrayant parce que, outre proposer cette opportunité-là, les gens restent quand même réticents à faire du covoiturage parce que ça demande un certain effort, puis ça peut leur enlever une certaine flexibilité sur leur trajet. Dans le sens que les gens, par exemple, les conducteurs, il faut qu'ils prévoient leur heure de départ ou d'arrivée à l'avance. Il faut qu'ils fassent un certain détour pour aller chercher quelqu'un d'autre. Donc, on a travaillé différents aspects. Je vais vous le montrer dans un graphique un petit peu plus loin, là, mais on a offert des promotions de stationnement gratuit. Donc, au lieu de payer 3 $ à chaque fois qu'ils voulaient rentrer dans le stationnement, cette fois-ci, c'était gratuit. Il y avait aussi Netlift qui avait débloqué un fonds pour les utilisateurs du réseau de la santé. Donc, par exemple, si le passager payait un 3 $ au conducteur, le conducteur, sa ristourne était bonifiée, là, par exemple, jusqu'à 6-10 $. Ça devenait super intéressant. Puis, c'est ça, on a vu que ça avait un petit peu plus d'effet. Aussi, c'était intéressant d'offrir l'option du covoiturage lorsque cet été, on a eu une grève du service du réseau de transport de la capitale. On a vu justement qu'il y avait une hausse de l'intérêt à ce sujet. Juste avant le festival d'été. Oui. Évidemment, ben, tout ça, la perte d'espace de stationnement, c'est quelque chose qui s'en vient, qui est connu depuis quelques années déjà. Déjà, on fait de la rétention sur l'offre qu'on donnait, là, sur notre fameuse liste d'attente qui ne bouge pas. Liste d'attente qui en est une puis qui n'en est pas une. Mais ça serait un long débat. Je pourrais vous parler de ça longtemps. Parce que quand on appelle 40 pour débloquer 4 places parce qu'ils sont là-dessus, juste au cas où, puis c'est pas simple. Là. Les gens sont sur la liste d'attente extérieure, ça c'est mon dernier commentaire là-dessus, parce qu'ils coûtent moins cher que celui intérieur, fait qu'ils sont en intérieur, mais ils attendent. Fait que tu sais, il y a un balancement. On n'a pas tant de problèmes que ça d'offres de stationnement avec nos partenaires pas trop loin. Mais la perte d'espace est quand même acceptée, puis voulue par maintenant notre direction. Ça évolue beaucoup dans le sens que, oui, on construit un nouveau pavillon sur le stationnement, puis non, on ne prévoit pas des places intérieures comme on a déjà fait dans la dernière construction. Parce qu'on est dans un tournant qu'il faut se débrouiller autrement. Fait que ça vient s'attacher aussi à cette plateforme-là beaucoup. Si on regarde un petit peu plus visuellement l'attrait du covoiturage qu'on a eu, donc vous pouvez voir, là, c'est pas gagné d'avance, c'est pas constant. Donc, c'est vraiment quand on a lancé la plateforme ici en septembre l'an dernier, vous pouvez voir qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes qui s'étaient inscrites. Donc, en plus, vous avez les inscriptions, puis en orangé, vous voyez le nombre de trajets qui ont été effectués à chacun des mois pour la dernière année. Donc, c'est ça. Après ça, il y a comme une baisse du nombre d'inscriptions. C'est sûr qu'il y avait eu un boom de communication en septembre l'an dernier, donc ça explique quand même le fait qu'il y avait eu beaucoup d'inscriptions d'un coup. Après ça, vous voyez quand même qu'il n'y avait pas énormément de trajets qui se sont faits à chaque mois. Là, on parle de 0 à 2, là, donc les gens n'étaient pas nécessairement prêts à covoiturer. C'est sûr qu'étant un grand bassin d'employés répartis sur un territoire quand même vaste, les gens, il n'y avait pas nécessairement des jumelages de disponibles à proximité. Vous voyez après ça, la zone en bleu foncé au centre, c'est là qu'on avait fait une promotion de stationnement gratuit. Vous voyez, ça n'a pas nécessairement attiré des gens plus qu'il faut. Par contre, il faut penser au fait que l'application en soi permettait déjà de réserver un stationnement à 3 $. Donc, entre 3 $ à payer versus 0, peut-être qu'il n'y avait pas un attrait tant intéressant. Vous voyez, par contre, lors de la grève du RTC, il y a eu un nombre d'inscriptions qui a été bonifié. Donc, là, les gens ils se sont plus intéressés au covoiturage. Puis, la zone
coloré en bleu à la fin, c'est au moment où je parlais que la ristourne avait été bonifiée pour le conducteur. Donc, en plus du léger paiement du passager, c'était bonifié par le fonds Netlift. Donc là, il y a quand même une hausse du nombre de covoiturages. Puis on avait regardé aussi un petit peu les trajets qui étaient effectués. C'était en général des matchs assez constants. Puis des fois, il y avait 3 voire 4 personnes dans une même voiture. Donc ça commençait vraiment à gagner en intérêt. Puis là, on a appris cet été que Netlift mettait fin à ses activités. Donc je dirais qu'on a assez cessé la promotion de l'application. On ne voulait pas trop faire de changements brusques. Puis là, au courant du mois d'octobre jusqu'à novembre, on fait la transition de Netlift vers la nouvelle application. Donc, on peut espérer un boom d'inscription avec nos activités de communication qui sont en cours. Ouais, moi, j'avais dit à ma direction l'automne passé, parce que le pavillon, on devait le construire au printemps, parce qu'il y avait la première pelletée de terre qui enlève les espaces. Puis ça, c'était arrivé avant Netlift, on avait le contrat avec eux autres, j'étais convaincu que ça ne lèvera pas avant qu'il y ait vraiment une diminution, puis qu'il y ait un petit problème. C'est trop facile d'avoir un stationnement encore pour eux autres, jusqu'à un certain point, parce qu'ils sont peut-être sur la liste d'attente, mais ils sont parqués pas loin au complexe QB, qui est 6 minutes de marche. Fait qu'ils viennent encore avec leurs autos, mais ils ne sont pas parqués chez nous, ils sont parqués à côté. Fait que c'est encore... Quand on parle de mobilité durable, là, on ne règle pas tout, mais le fait que ce pavillon-là va se construire d'ici un mois, là, ils vont avoir le même impact, probablement plus que le RTC. Moi, je l'avais senti l'année passée que ça s'en venait, mais là, on avait l'application, mais elle était plus ou moins utilisée parce que les gens en ont plus ou moins besoin. Ils se déplacent encore avec le retour, là, facilement. C'est un peu ça qui va amener à diminuer. Je ne dis pas qu'on les enlève par exprès, les places, pas ça. Mais dans le contexte, oui, on a beaucoup de places de stationnement, beaucoup. Puis à chaque fois, on se demande comment ça qu'on n'a pas pour tout le monde, parce qu'on en a vraiment beaucoup, là. Même de jour, fait que c'est un peu troublant tout ça. Pour ce qui est du transport en commun, je dirais que c'est quand même un de nos plus gros défis de notre côté. Vous avez vu tout à l'heure sur la carte, on est quand même relativement bien desservi, donc ça reste très intéressant. Par contre, la tarification du transport en commun est très peu intéressante par rapport à la tarification du stationnement. Donc, nous, en tant qu'établissement public, on ne peut pas jouer comme on veut avec la tarification du stationnement. Actuellement, une passe mensuelle au RTC coûte à peu près la même chose qu'un mois dans notre stationnement intérieur. Donc, pour quelqu'un qui a déjà une voiture, c'est pourquoi il changerait pour prendre l'autobus, que ça va probablement être un petit peu plus long, il va falloir qu'il attende sous les intempéries. Des fois, il y a des décalages dans les horaires. C'est des petits inconvénients qui peuvent paraître mineurs pour quelqu'un qui est habitué de prendre l'autobus, mais si on vise un transfert modal de l'auto solo vers le transport en commun, il n'y a pas tant d'intérêt, malheureusement. C'est sûr qu'on est en discussion avec notamment le RTC et les autres organismes de transport qui desservent l'établissement à proximité. Avec le service du RTC, il y a eu un changement dans les dernières années avec un service d'abonne-bus travailleur. Donc, il y a l'abonne-bus perso qui existe, qui donne environ 25 de rabais sur l'abonnement, la passe mensuelle lorsqu'on s'abonne pour une année entière. Ou je pense qu'il y a aussi des forfaits pour des 6 mois. Pour ce qui est de l'abonne-bus travailleur, c'est à peu près le même principe, mais l'employeur devait s'engager à payer un 10 supplémentaire. Donc, pour la personne qui achetait cet abonnement-là, ça lui donnait un 35 de rabais, ce qui est quand même assez intéressant. Par contre, de notre côté, ça nécessite un 10 donc, on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers de dollars si on multiplie par le nombre d'employés qui utilisent le transport en commun. Puis aussi, légalement, en tant qu'établissement public, on n'a pas vraiment le droit de contribuer financièrement au mode de transport du personnel. Puis, d'un autre côté, même pour ce qui est de la gestion financière... C'est paradoxal, là, mais ça, on travaille dessus. C'est ça. Pour ce qui est de la gestion financière aussi, pour l'équipe qui s'occupe du salaire, ça devenait un enjeu majeur. Puis, c'est ça, financièrement parlant aussi, on voulait peut-être plus prioriser d'autres mesures en mobilité durable. C'est pour ça qu'on parlait tantôt de l'amener comme de baisser des revenus de stationnement puis de faire des mesures, c'est une chose. De donner quelque chose, là, tu sais, il faut l'amener autrement, puis c'est pas tout le temps simple. Puis c'est important ce qu'ils avaient dit là au niveau de la tarification. Ça, c'était au moment où on a pensé ça, au moment où on a mis des trucs en place avec mobilité.
le gouvernement actuel avait promis des trucs, c'est-à-dire descendre le prix des stationnements pour les visiteurs, c'est une chose. Les employés qui n'ont pas de stationnement s'en vont payer là parce que ça coûte moins cher. Mais ça, c'est non, mais on se tire dans le pied un peu. Puis aussi, ben, la hausse de stationnement est maintenant réglementée. Avant, chaque établissement pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Puis dans notre vision, il fallait le travailler vraiment au niveau du conseil d'administration, nous autres, mais dans notre vision, c'était rendons ça un petit peu moins attractif. Là, parce que là, on n'est pas attractif comparé. On est plus attractif que le transport en commun, ça n'a comme pas de sens. Là, tu viens avec ton char. Là, on ne peut plus rien faire là-dessus. C'est pour ça qu'on essaie de travailler encore avec le RTC. Sinon, on a quand même tenu à diffuser des informations relatives aux différents réseaux de transport. Donc, on a accueilli à quelques reprises des kiosques du RTC. Il y a eu la distribution de laissez-passer journaliers et hebdomadaires. Donc, on essaie quand même de faire en sorte que les gens connaissent bien la desserte qui est disponible, puis en faciliter. Une journée de la mobilité aussi. Oui. Puis, on a aussi un autre projet qui s'en vient, qui est super intéressant, avec Capital Mobilité, qui est affilié au service RTC. Donc, on a une flotte de vélos partage qui va s'en venir au courant de l'été prochain. Donc, environ 24 vélos là, qui vont être disponibles à côté de notre établissement. Tout ça, c'est géré quand même par Capital Mobilité. Ils sont en pleine expansion. Là. Ça fait 2 ans, je crois, que le service existe dans la ville de Québec. Puis, on sent vraiment un grand enthousiasme de la population et du personnel à l'Institut qui avait hâte de voir cette station-là arriver. Donc, ça, on est vraiment très enthousiaste à cette idée. C'est intéressant, quelqu'un qui part de Limoilou, du centre-ville, qui vient chez nous en vélo électrique. C'est vraiment... moi, j'ai l'impression que ça va être vraiment... En tout cas, à chaque fois qu'on en parle dans nos caucus actuellement, on sent l'enthousiasme. D'autant qu'on avait fait un projet de vélo électrique qui avait bien marché. C'est ça, là, on vous a parlé surtout de covoiturage, transport en commun, mais il y a plusieurs actions aussi avec le transport actif qu'on est en train de travailler. On a commandé des casiers à vélo, on est en train de monter un parc à vélo sécurisé avec une surveillance par caméra, un accès par carte magnétique. L'année dernière, on a participé au projet Vélovolt avec Mobilité puis Équiterre. Donc, c'est ça, on sent qu'il y a quand même un gros engouement aussi en lien avec les transports actifs. Je pense qu'il faut retenir que ce n'est pas tous les modes de transport qui sont adaptés à tout le monde, donc c'est bien quand même de diversifier nos actions. Je reviens sur un des points que j'ai dit au début. En conclusion, ce n'est pas gagné d'avance. On s'entend, c'est des petits pas, on avance. Des fois, on se frappe sur un mur qu'on n'avait pas prévu, qui est une décision ailleurs qui a de l'impact chez nous. Je parle au niveau gouvernemental, mais c'est pas méchant, c'est ça. Il y a 3 aspects à retenir, dans le fond, qu'on retient puis qu'on pousse tout le temps. Des fois, ça part de la direction aussi, je me permets de dire ça. Notre directeur actuel, qui est chez nous depuis 2 ans et demi, c'est un gars qui s'entraîne, qui fait du vélo, fait de la plongée. C'est plus facile de discuter de mobilité durable avec un gars qui est vendu à ça aussi. C'est notre directeur. Fait que là, on s'estime moins ses budgets, puis je peux-tu débloquer, parce que ça a coûté quand même 250 000 dans notre budget au départ, là, à implanter tout ça. Là, ça passe mieux. Fait que, puis lui, il est vraiment vendu à ça. Mais 3 affaires. Le temps, le budget, ça coûte, ou ça rapporte moins. Moi, c'est comme ça que je le fais chez nous. Et des efforts constants, ça veut dire que ça te prend de ressources. Ça te prend quelqu'un, ça te prend du monde qui s'occupe de ça constamment. Ce n'est pas un petit dossier que tu vas dire, on va mettre des vélos, on va mettre une plateforme de covoiturage, puis on ne fait plus de com, on ne fait plus tout. Non, il y a du travail tout le temps de fond là-dessus. Puis la communication donc avec le personnel, ce qu'on refait, là, puis ce qu'Isabelle a dit, c'est super important. On passe dans des caucus qui n'ont jamais entendu parler des mesures qui sont en place à l'Institut depuis 1 an et demi, 2 ans. Là, on se dit, OK, bon, puis ils sont contents. Puis là, ils vont s'inscrire sur la plateforme. Puis là, en même temps, on lui dit, by the way, il y a 200 places de moins bientôt. Tu sais, ça interpelle aussi. Là. Fait que voilà. Fait que c'est à peu près avec conviction. On a changé un mot aujourd'hui. Avec conviction et persévérance, on peut initier un changement, mais c'est quand même là, on va se dire. Il faut le travailler, parce que sinon, ça peut retomber facilement.
proportion, 3500 employés, dans une proportion administrative 8 à 4 versus les employés atypiques. C'est une bonne question. C'est du 30-40, 30-70? Moi, je vous dirais, il doit y avoir facilement un 40%, là, je ne me trompe pas quand je regarde les stationnements, de gens qui ne travaillent pas de soir, de nuit. En fait, tout ce qui est DRH, direction générale, le bureau de santé, nommez-les, tout ce qui est administratif dans un hôpital, les centrales des rendez-vous même, qui ne fonctionnent pas de soir, qui fonctionnent juste de jour, etc. Et tout ça. Il y a beaucoup de corps de travail. Ce n'est pas tout administratif. Il y a quand même des corps de travail de jour pour la population qui ne sont pas en fonction de soir, mais je dirais que ça baisse facile de 30 à 40 facile. C'est plus une observation qu'une question, mais votre présentation, mais les autres m'amènent aussi à réfléchir que ces initiatives-là ne peuvent fonctionner que dans un contexte, pourraient fonctionner mieux dans un contexte où il y a une politique globale. Je sais qu'on en a une, mais avec des incitatifs et une vision, ce qu'on n'a pas. On parle encore chez vous, vous allez peut-être régler ça, vous allez avoir un troisième lien, je me sens bien. Cette vision-là, pour inscrire ce que vous faites ou ce que vous présentez plus tôt ou ce que nous, on essaie de faire ici, ça prend, à mon avis, une vision beaucoup plus globale, avec des moyens concrets, vous l'avez dit. Je me souviens, à Rivière-du-Loup, il y avait une présentation sur le covoiturage en Suisse, mémoire, avec des incitatifs. Le conducteur, puis je pense que Montréal aussi, là, pendant le... il y a des incitatifs réels. Il y a des solutions réelles, mais les institutions comme la vôtre et d'autres n'ont pas les moyens d'investir. Je pense qu'il faut aussi s'inscrire là-dedans. Je sais que c'est pas votre mandat, mais je veux dire... Alors, vous avez raison. Sinon, ça devient... C'est correct, je pense qu'on doit continuer nos initiatives. C'est pas un reproche aux initiatives. Ce que je veux dire, c'est que ça doit s'inscrire avec des politiques réelles de mobilité durable. Sinon... On parle un peu des deux côtés de la bouche, c'est vrai. C'est pas le gouvernement actuel plus qu'un autre. Au fil des ans, ça a été ça. Puis, je vous donnerai un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit. On n'avait pas de... Oui, la pandémie, dans le réseau de la santé, même si nous aussi, on a encore des fax, dans le réseau de la santé, le passage au télétravail, c'était pas fait pantoute. Pas en tout, on a bien des endroits, vous allez me dire, dans bien des organisations, on a dû se retourner. Puis je suis obligé de dire, on parlait de l'administration tantôt, on n'avait plus de problème de stationnement pendant jusqu'à 2022. Facile. Puis là, parce que, puis là, c'est un exemple, parce qu'on dit, là, nos tours sont abandonnés dans le centre-ville de Montréal. Il faut donner un exemple plus loin chez nous, là, mais le télétravail, l'enlignement va être différent un peu. Là. Tu vas faire 3-4 jours au bureau, tu fais le même job à la maison, mais tu vas faire 3-4 jours à prendre ton auto, aller là-bas, parce qu'il y a des commerces à faire vivre en bas. Je comprends tout ça, mais tu sais, c'est pas simple. Là, on est basculé d'un côté comme de l'autre, mais nous, on est basculé dans... J'ai plus de problème de stationnement, on est revenu comme avant, ou à peu près, parce que le télétravail, même au niveau administratif, se fait moins. Est-ce que c'est justifié, ça, de demander ça? Tu vois, c'est un exemple. Parmi tant d'autres. Circulation, moi, je suis parti de Beauport ce matin pour aller la chercher à Sainte-Foy. J'ai été poigné 30 minutes dans le trafic. J'ai pas eu ça depuis 2020. On est hors sujet un peu, mais tu sais, c'est ça pareil. Moi, ce que je vais vous demander, c'est si vous avez eu des freins pour ne pas subventionner les déplacements de certains employés, mais est-ce que vous avez pensé à faire l'exercice de calculer combien vous subventionnez déjà les employés pour leur utilisation d'une auto seule? Je comprends qu'il y a une contribution de l'employé, mais ça a une valeur, ce stationnement-là, qui est même disponible pour la personne. Exact. Le coût d'une case de stationnement, tout ça. Oui, on a présenté ça. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Je n'ai pas les chiffres, là, mais déneigement, l'entretien, l'asphalte. On essaie de revenir là-dessus. C'est un défi que je lance à tout le monde ensemble, parce que j'ai hâte qu'il y ait un premier employeur ou une décision à Rimouski qui finance autre chose. Puis bon, je suis sûr que le monde a pris des notes sur les forfaits tarifaires employeurs dans la réflexion tarifaire. Employeur, c'est 60 pour les déplacements professionnels avec des véhicules personnels, c'est 60 cents le kilomètre. Bon, je suis une voiture, c'est ça que ça coûte. En quelque part, c'est qu'on continue à subventionner la possession privée de la voiture. Pourquoi les employés qui
qui dans l'été, font des tâches de travail à vélo. Pourquoi ils ne sont pas subventionnés 65 km pour faire du vélo? Quelle est la logique de ne pas le faire? Moi, je pense que c'est un défi qu'il y a un employeur, que ce soit sur une part de transport en commun. Je l'ai proposé à des propriétaires fonciers qui n'ont pas de place pour leurs étudiants. Ils n'ont pas de place de parking pour leurs étudiants. Ils disent pas, vous n'avez pas de place de parking, vous en avez une, elle vous coûte 700$ par année, j'ai dû payer donc une part de transport en commun à ce prix-là. C'est juste que c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout, parce que c'est l'héritage culturel dans lequel on est, mais je lance un défi parce que l'employeur ou l'institution qui le fera, dans les contraintes légales qui sont possibles dans le secteur public, sera quand même visionnaire, puis ça va se démarquer là-dessus, puis je vais le redire à Mme de Desjardins. Mais il y a moyen quand même, comme je vous disais, c'est l'année où on a mis ça en place, incluant les casiers à vélo, l'enclos à vélo, tout ça, c'est quand même 250 000. Mais c'est des revenus de moins, en fait. Ça a fallu le vendre de cette façon-là pour que ça passe là, comme tel. C'est correct, puis on réussit donc à aller chercher de l'argent aussi de cette façon-là jusqu'à un certain point. Mais c'est pas simple tout le temps. Mais ça change. Il y a une communauté de pratique quand même, puis il y a des gens du ministère dans lesquels qui sont avec nous là-dedans. Puis des fois, ils ont des contraintes aussi en arrière, là, mais on sent qu'il y a quand même... c'est pas ce que c'était il y a 5 ans. Des petits pas. Mais merci beaucoup. Il y avait une question, je pense. Des bébés questions. Est-ce que dans vos statistiques de matchage là, avec Netflix, j'allais dire Netflix, j'ai l'impression que dans la culture de l'autopartage ou du covoiturage, à un moment donné, les gens le font une fois avec l'application, puis après ça, ils ont appris à se connaître, puis finalement, ils le font de façon non officielle. Est-ce que vous sentez que c'était quelque chose qui s'est passé dans votre situation? Oui, puis non. Il y en a quelques-uns là, qui nous ont affirmé, avoir rencontré quelqu'un avec qui ils font du covoiturage régulièrement, donc ils se sont retirés de l'application parce que c'est plus simple des fois, juste verbalement, à l'amiable, surtout si on fait tout le temps le même trajet. Par contre, là, quand on a ajouté le volet ristourne bonifié qui était directement via l'application, c'est sûr que les gens n'avaient pas intérêt à se retirer de l'application. On avait fait un petit sondage, justement, puis il y en avait de ces gens-là. Jusqu'à quel point dans le sondage c'est ressorti, je ne sais pas, parce qu'il y a même des gens qui ont peut-être fait un match, puis tout de suite, ils se sont parlé au téléphone, puis ils n'ont pas utilisé l'application. C'est un peu ce qui fait que Allons n'a pas d'échange d'argent. On veut voir aussi ce bout-là, la différence. Là. C'est peut-être que, même s'il nous dit que c'est développé, on va attendre un peu pour voir s'il y a une différence par rapport à ça. Deuxième question, en fait, c'est un peu pour savoir dans la région ici, est-ce qu'il y a des démarches similaires qui ont été entreprises? Puis est-ce que vous sentez, sinon, que votre projet est rendu à l'étape où ça peut être exportable par d'autres hôpitaux? Parce qu'on a une situation qui est similaire ici à Rimouski, le stationnement en plein centre-ville qui est un niveau chaleur, l'autopartage qui a été, pas d'autopartage, du covoiturage qui a été essayé d'être mis en place depuis des années, puis ça se passe pas trop. À Québec, déjà, on est 3 centres hospitaliers différents. Puis on n'est pas arrimés ensemble, mais on se parle. Il y a une volonté de développer ensemble. Ça a passé proche avec Netflix, que j'appelle Netflix, moi aussi. Mais moi, je pense qu'il y a une volonté, là, vraiment. Parce que à la grève du RTC, par exemple, je suis de Québec, il y a quand même 5 gros pavillons. Il me disait, parce qu'on était en sécurité civile aussi, là, à la grève du RTC, là, mon dossier, mon chapeau de sécurité civile était là. C'était quand même majeur pour nos employés qui viennent travailler. Pas de transport en commun, tu sais, c'était pas simple de même. Puis, le chef avait dit, il faut qu'on fasse de quoi, il faut qu'on se parle, etc. On ne l'a pas fait encore, mais je sais que c'est quelque chose qui est séduisant d'avoir cette offre-là. Maintenant, est-ce qu'elle plaît à tout le monde? Non, il n'y a pas de solution. Il y en a que ça va être le vélo. Il y en a que ça va être peut-être la solution à vélo avec le RTC. C'est plein de petites choses ensemble qui font que oui, ça move, là, mais moi, quand on va faire moins 200 parkings, moins 200 stationnements dans un mois, ça va avoir un impact. C'est clair. Puis, si je peux répondre à l'autre partie, savoir s'il y a des démarches similaires dans la région. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi, des initiatives indépendantes sans nos services, où on ne connaît pas les services de toutes les autres firmes d'accompagnement. Mais nous, on a la cohorte de 10 organisations qu'on accompagne dans un mini plan de gestion de déplacement, mais sinon, on n'a pas d'autres contrats
investissement qui pourrait avoir de l'intérêt. Mais tu sais, c'est toujours justement présenter ça comme des budgets en... des revenus en moins, et pas un investissement, etc. Puis c'est ça. C'est sûr que, tu sais, chez vous, je pense que la majeure qui a motivé tout ça, c'est quand même la perte des stationnements et puis les enjeux qui allaient être liés à ça. Tu sais. Au départ, il faut être honnête, là, c'était ça. Ouais. Puis, tu sais, ça prend comme un élément déclencheur, puis parfois, ben, c'est un peu l'élément qui manque pour amorcer ce genre de démarche-là. Mais plus il y en aura... Mais j'ai vu de haut l'hôpital de la Rimouski, puis c'est la même réalité. Là. Je l'ai vu sur son plan à Isabelle tantôt, à Maud. C'est la même affaire, il y a une espèce de carré là de stationnement. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup.